avec Bernard Hinault, pourquoi on est ensemble? On va parler de plein de choses. On va parler évidemment, très rapidement un petit peu de ce Tour de France qui est en train de se terminer et puis après on va parler un peu d'histoire, d'anecdotes historiques, et notamment de l'histoire de Bernard Hinault avec le Tour de France. Pourquoi on est ensemble? Parce que notamment il y a, 2 bandes dessinées qui sont sorties il y a quelques mois, co-signées par Bernard Hinault. Hinault Objectif maillot jaune et Hinault Sur le toit du monde, que vous pouvez, évidemment vous procurer. Si Joseph, est bon, normalement il va vous montrer ça et vous allez le voir à l'image. Parce que tout est très très bien fait dans cette émission. Et donc, Bernard, je voulais vous demander d'abord, parler un petit peu de ce Tour de France qui est en train de se terminer. Est-ce que vous, le spectacle vous plaît sur ce Tour de France comparé à ce qu'on a eu ces dernières années? Est-ce que devant la télé, vous appréciez un peu le spectacle? Ah, bien sûr que j'apprécie, mais je l'apprécie depuis 2-3 ans. Quand on a des Pogacar, quand on a des Vingegaard, des gens qui attaquent, qui n'ont pas peur, qui prennent des risques, c'est passionnant. Et en plus, il n'y a pas que lui, il y a aussi Van Aert qui est un peu exceptionnel sur ce Tour de France. Moi, ça me fait rêver, quoi. Et justement, on a eu des étapes un peu d'anthologie. Je ne sais pas si l'étape du col du Granon, vous jugez, vous, que c'est une étape qui rentre dans l'histoire du Tour. Mais est-ce que vous vous attendiez notamment à ce que Tadej Pogacar perde ce Tour de France? Il reste le contre-la-montre, mais ça paraît quand même bien engagé pour Vingegaard. Est-ce que vous vous attendiez à voir Pogacar, le phénomène qu'il est, être battu sur ce Tour? Non, non, pas du tout. Je pense que c'est plus un coup de fringale. Donc, il a oublié de s'alimenter. Bon, c'est vrai qu'il a été énormément attaqué par ses adversaires, les Jumbo, qui ont mis la pression. Et puis, ça l'a lâché, quoi. Et vous avez été étonné qu'il n'arrive pas à lâcher Jonas Vingegaard ensuite dans toute la semaine qui a suivi, parce que depuis le col du Granon, il a pas arrêté, il a attaqué partout, en montée, en descente. Vous avez cru à un moment qu'il allait y arriver? C'est le jeu de la course, hein, qu'il allait y arriver. Il faut se rappeler ce qui s'est passé l'an dernier. Vingegaard était deuxième et puis lui premier. Et à chaque fois que Vingegaard attaquait, c'était Pogacar qui allait le chercher. Donc on retrouve la même chose, mais à l'envers. Mais c'était un spectacle fabuleux. Pogacar, il a donné tout ce qu'il pouvait depuis le départ. Donc moi, je dis que c'est le super champion. Et c'est qui le coureur qui vous a le plus enthousiasmé cette année sur le Tour de France? Alors, il y a les trois. Il y a Pogacar, il y a Vingegaard et Van Aert. Je pense que c'est les trois coureurs qui m'ont marqué le plus sur ce Tour de France. Et si demain vous devez monter une équipe, vous prenez lequel? Je prends les trois. Si j'ai les moyens financiers, je prends les trois. Il faut un gros budget, ouais. S'il y a le budget que pour un des trois, vous savez qui vous prenez ou pas? Je prends Pogacar. Parce qu'il peut tout gagner? Je pense que oui, il l'a montré déjà en gagnant des classiques en début de saison. Après, on le retrouve au Tour de France. On va le retrouver normalement sur les autres années. On l'a vu sur les championnats du monde, les Jeux olympiques. Donc, c'est le coureur qui est le plus complet actuellement. Et justement, on a vu Pogacar se battre sur le Tour des Flandres cette année. Ça faisait des années et des années qu'on n'avait pas vu un candidat au maillot jaune sur le Tour de France aller risquer sa saison sur les pavés. Vous l'aviez fait en 80, vous êtes allé gagner Paris-Roubaix, mais je pense que depuis, on n'avait pas vu ça. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez un Tadej Pogacar qui prend le risque d'aller au mois d'avril sur les pavés? Est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un risque parce qu'on peut avoir la mauvaise chute, mais c'est aussi un apprentissage pour ce qui s'est passé sur le Tour de France, puisqu'il y avait les pavés, et les pavés, il les a passés devant. Donc, moi, je dis que c'est le super champion, quoi. C'est celui qu'on retrouve en tant que vieux coureur, comme moi ou comme Eddy Merckx. C'est un peu notre image, quoi, avec une nouvelle génération. Il est au top du début à la fin de l'année, il peut gagner toutes les courses, quoi. Oui. C'est un combattant. Mais moi, il y a une chose qui m'a fait énormément plaisir l'an dernier, c'est qu'il l'a dit, après une étape de Tour, le vélo, je m'amuse. Parce que le sport, c'est ça. C'est pas un métier. C'est avant tout du jeu. Et là, je pense qu'il a joué. Bon, il a perdu sur le Granon, mais chapeau à lui quand même. Ouais, ils sont plusieurs à donner l'impression de s'amuser, entre les 3 que vous avez cités sur ce Tour de France. Van der Poel aussi, Alaphilippe des fois, ils ont une belle brochette. On a une nouvelle génération qui nous fait rêver, hein, nous les vieux. Parce qu'il faut dire le mot, c'est comme ça. On se retrouve un petit peu avec tous ces jeunes coureurs qui se posent pas la question, qui de temps en temps débranchent les oreillettes et puis finalement se retrouvent devant.
OK. Bon, je voulais vous parler, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de Tadej Pogacar, mais ça m'intéresse encore plus de parler de vous et de parler de votre histoire, notamment sur le Tour de France. Et je voulais commencer en évoquant un peu votre personnalité, votre caractère dont on a beaucoup parlé. Les gens qui nous regardent ce soir, qui nous écoutent, c'est pas tous des gens qui vous ont vu courir. Alors il y en a quelques-uns dans le chat, hein, qui nous le disent depuis tout à l'heure, qui vous regardaient quand ils étaient jeunes, mais il y en a certains qui vous connaissent peut-être un peu moins. Donc pour rappeler à tout le monde, votre surnom, c'était le blaireau. Le blaireau, c'est un animal un petit peu têtu, un petit peu guerrier qui va toujours au combat. Est-ce que vous aimiez votre surnom dans votre carrière? Moi, ça m'allait bien. Ça m'allait bien parce que quand on me chatouillait un tout petit peu, je me mettais dans le fond de mon trou, comme on dit, comme un blaireau. Et puis quand je sortais, c'était pour mordre. Mmh. Et mordre, ça veut dire gagner. Vous vous rappelez d'où il vient ce surnom? Qui c'est le premier qui vous a appelé comme ça? D'où ça sort? Alors, c'était un mot qui était dans le peloton où tout le monde s'interpellait en disant qu'est-ce que tu fais, blaireau? Mmh. Mais c'était pas spécialement sur moi. Et puis, il y a deux coureurs de chez moi qui s'appellent Talbourdet et Le Guillou, qui ont dit devant un journaliste qui s'appelle Pierre Chany, Mmh. c'est un blaireau. Et Pierre Chany a écrit c'est le blaireau. Et c'est parti comme ça. Pierre Chany qui était journaliste à l'Équipe pendant des années et À des années. l'équipe, ouais. Ah oui, c'était une des grosses pointures de l'époque où moi je courais. Et quand vous voyez votre surnom qui est en train de naître, le blaireau, est-ce que vous vous dites à un moment, ah c'est pas mal, je vais faire en sorte de garder ce surnom? Non, je ne m'en suis pas occupé. Ce sont les gens qui l'ont dit après. Mais moi, je ne m'en suis pas occupé. Moi, j'étais là pour faire la course et puis après, on voyait. Mmh. Il y avait avant vous, il y avait Eddy Merckx, vous en avez parlé tout à l'heure, on l'appelait le cannibale. Vous, c'était le blaireau. Vous aviez tous les 2 des personnalités, assez fortes, vous aviez un statut dans le peloton. Est-ce que vous pensez que votre personnalité, votre stature faisait que les adversaires parfois partaient battus avant même de prendre le départ, juste parce qu'il y avait Bernard Hinault au départ? J'en sais rien, c'est à eux qu'il faut demander. Mais moi, je sais que j'étais au départ et je dis, moi, je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour faire deuxième. Et parfois, ça me met les poils un peu sur les bras. Quand j'entends je viens pour faire un top 10, ça veut dire qu'il ne vient pas pour gagner. Mmh. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais quand vous faisiez le tour, Quand on est champion, quand on est coureur cycliste, on ne doit jamais dire, à mon avis, hein, on ne doit jamais dire je viens pour faire un top 10. Je viens pour faire la course et on verra le résultat. mmh. Je pense que ça serait mieux pour les jeunes. Et à votre époque, il y avait personne qui venait sur le Tour de France en disant: «Je veux faire un top 10»? Non. Non, 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 ça c'est il y a une dizaine d'années où les gens commencent à dire ah ben je viens pour faire un top 10. Bah oui, ben, tu feras un top 10, mais tu gagneras jamais. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'ils pensaient tous pouvoir vous battre? Est-ce que véritablement, on se dit, il y en avait peut-être un ou deux qui pouvaient se dire: «Allez, je vais essayer de battre Hinault cette année», mais il n'y en avait pas 10 qui pouvaient penser ça? Non, mais j'avais en face de moi des concurrents qui étaient acharnés. Job Zoetemelk, Nick Wipper, Agostino. Si vous alliez en Italie, vous aviez Moser, vous aviez Saroni. Vous alliez en Espagne, vous en avez d'autres coureurs. Si vous alliez en Hollande, d'autres coureurs. Non, je crois que tout le monde était là pour faire la course et puis ils ne s'occupaient pas de savoir si vous appeliez Hinault ou un autre. Et, tout le monde voulait gagner. Et, À et, vous de vous débrouiller avec eux. et ça, Ou contre eux. ça se sent pas sur le vélo quand vous faites peur, quand les autres n'ont pas envie de rouler avec vous parce que vous êtes Bernard Hinault, quand vous les effrayez un petit peu, ça se ressent jamais ça? Ouais. Parfois, oui. Mais pas toujours. Hein. Mais ils essayent quand même d'attaquer un peu comme on a pu le vivre aujourd'hui, où Pogacar a attaqué plusieurs fois Ville-de-Garde et puis Mmh. finalement il a coulé. Mais si moi je suis quand j'étais coureur, quand les autres m'attaquaient droite à gauche, ben, c'est moi qui attaquais, puis un peu comme a fait Ville-de-Garde aujourd'hui. Mmh. Et justement, vous parliez de Job Zoetemelk tout à l'heure. Zoetemelk, qui démarre sa carrière sur le Tour de France en 1970. Il tombe dans les années Eddy Merckx. Ensuite, il tombe dans les années Bernard Hinault. Vous n'avez pas le sentiment à un moment qu'un garçon comme Job Zoetemelk, qui passe 10 ans à courir après le maillot jaune, il se décourage à un moment et il se dit j'en ai marre d'être contre des gars aussi forts? Non, non. Euh, Yop est un guerrier. Et il faut se rappeler l'accident qu'il a eu en 73, si mes souvenirs sont bons, Mmh. où il a perdu une partie de ses moyens, alors que cette année-là, il avait fait quand même des super résultats depuis le début de saison. Et je pense que là, cette fracture du crâne qu'il a eue l'a handicapé pour le reste de sa carrière. Mmh. Et on parle souvent de l'avantage psychologique, qui est quelque chose quand même qui existe dans le sport et dans le vélo. Comment on fait pour prendre l'avantage, pas physiquement, mais psychologiquement sur ses adversaires? Bah,
soit vous l'attaquez tous les jours, vous le mettez sous pression, vous lui faites les sprints, vous faites tout ce qui est possible. Bon, il faut voir la condition physique en face. Et puis, à un moment donné, il va lâcher. C'était la stratégie avec Job Zottmelk. Il est plus fort que vous, et puis c'est vous qui lâchez. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Avec Job Zottmelk, c'est ça que vous avez fait? Je l'ai fait en 79 parce que j'avais fait une étape sur les pavés où ils étaient devant. Mais les 5 jours qui ont suivi, c'était pas la guerre, mais la castagne tout le temps. Donc, dès que j'avais la moindre possibilité de le mettre sous pression, je le faisais. Et pour arriver à un contre-la-montre qui était de Morzine, de Thonon-Morzine à Voriaz, où là, il a pris 3 minutes. Justement, c'est sur ce tour 79, ça se joue là, ça se joue à Morzine sur le contre-la-montre. Et ça, pendant plusieurs jours, vous lui faites la guerre. Est-ce qu'il y a un moment où on doute quand on est dans cette situation-là, quand on est le chasseur, comme c'est arrivé par exemple à Tadej Pogacar depuis une semaine? Est-ce qu'on se dit à un moment, je pense que je ne vais pas y arriver, l'adversaire a l'air trop fort? Non. Non, moi, je suis parti du principe que tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Donc, dans ces cas-là, on se bat et tous les jours, tant que le corps le permet, on le fait. Et c'est ce qu'a fait Pogacar. Hein. Ça fait depuis l'Alpe d'Huez, il a mis des petits pics à droite à gauche sans arrêt. Et puis bon, finalement, Vingegaard est plus fort que lui ces années. Est-ce que vous, il y a une année sur le Tour de France ou sur un Giro, sur une Vuelta, sur une course de 3 semaines, où vous vous êtes retrouvé dans la situation un peu de Tadej Pogacar aujourd'hui? J'ai l'impression que sur le Tour, ça vous est jamais vraiment arrivé de courir de cette manière-là après le maillot jaune et de ne pas réussir à l'avoir. Si, en 79, ça durait 5 jours, mais au bout de 5 jours, entre 3 et 5 jours. Mais à la fin, vous l'avez eu. Oui. Et après, en 84, quand je courais contre Laurent Fignon, j'ai essayé par tous les moyens de les déstabiliser, mais bon, j'ai pas pu. Il était plus fort que moi. Et justement, on vous la seule fois mais j'avais pas pris le maillot, donc j'ai couru pour le faire perdre, mais il était plus fort que moi. Et justement, on vous présente comme un guerrier. Bernard Hinault, il lâche jamais rien. À quel point ça vous a coûté d'abandonner le Tour en 1980? On connaît l'histoire avec le maillot jaune sur le dos. Vous partez un petit peu en catimini à Pau. À quel point c'est dur quand on n'a jamais envie d'abandonner, d'accepter de se résoudre à ça? On traîne la jambe pendant une semaine, puis une semaine, et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est au pied des montagnes, et là, ça va pas passer. Donc on se dit, est-ce qu'on continue? Et on essaye, mais bon, c'était plus possible. Et on handicape le reste de la saison en ayant un objectif bien précis, qui était le championnat du monde en France, à Sallanches. Et que je voulais gagner. Et tout ça, c'est à cause des pavés sur ce Tour 80? Oui, on a eu 2 gros secteurs pavés. Au premier jour, j'ai gagné donc sur les pavés. On est arrivé à Lille, mais c'était vraiment de la boue liquide. On voyait même pas les pavés. Et le lendemain, il y avait encore un autre secteur pavé, plusieurs secteurs pavés. Donc. Et j'ai eu cette douleur au genou qui a fait que j'ai traîné jusque Pau, mais à Pau, je dis bon, stop, on arrive au pied des montagnes, ça passera pas. À quel moment vous comprenez que ça va être un problème? Est-ce que dès l'étape des pavés, vous savez qu'il y a un souci? À la sortie de la deuxième étape des pavés, oui. J'ai cette douleur, on a l'impression que c'est un grain de sable qui est sur un tendon, et vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça fait énormément mal. Et qu'est-ce qu'il vous dit à l'époque, Cyril Guimard? Vous avez déjà gagné 2 fois le Tour de France. Il y a justement cet objectif du mondial en fin de saison. Votre directeur sportif, à ce moment-là, votre manager, il a quel état d'esprit? Il vous dit, il faut s'accrocher, Bernard, ou il vous dit, allez, on arrête? Non, personne ne m'a dit on arrête. C'est moi qui ai toujours pris la décision. Donc, il est plutôt compatissant. Il va dire bon, on va voir. On essaye toujours et on pense que ça va passer, puis ça passe pas. Quand vous rentrez chez vous après l'abandon, vous arrivez à regarder le Tour à la télé? Pas trop. J'avais qu'une idée, c'était de me reposer, de remettre ce genou par du repos en état, et de reprendre l'entraînement le plus vite possible de manière à préparer le championnat du monde. Et ça vous prend combien de temps à l'époque de pouvoir remonter sur le vélo et vous entraîner correctement? 8 jours. 8 jours sans effort, sans rien du tout, et puis un peu d'anti-inflammatoire sur le genou, et puis ça passe.
Et avec seulement l'objectif de Salanches dans la tête? Ah oui, parce que ça, c'est un pari que j'avais fait avec l'entraîneur national, Richard Amarié, 4 ans avant. Donc, je lui avais dit qu'on serait champion du monde. Donc, il fallait que je réalise ce projet. En 76? Oui, vous aviez pas encore beaucoup gagné en 76? Non, mais il y avait eu un problème avec l'équipe de France, donc j'étais un peu colère. Parce que je pouvais être champion du monde la première fois. Ouais. Et puis, ça s'est mal passé avec certains équipiers de l'équipe de France, soi-disant des équipiers, mais c'était plutôt des... Qu'est-ce qui s'était passé? Je n'ai pas à le raconter, mais ça s'est mal passé. Et quand j'ai été voir l'entraîneur national, j'ai dit jamais d'autre, je remettrai les pieds dans l'équipe de France. Elle me dit pourquoi. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il me dit calme-toi, parce que j'étais un peu colère quand même. Hein. Il me dit le championnat du monde aura lieu en 80 en France et tu pourras t'exprimer. Oui, et je lui ai répondu et on le gagnera. Ok. Et c'était en quelle année cet énervement? 76. D'accord, ah oui, dès la première saison, ok. Ma deuxième année de professionnel. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils n'avaient pas roulé pour vous? Il est chaud. Bon, ça s'était mal passé. Vous finissez 6e avec Merckx cette année-là, c'est ça? Oui, mais s'ils avaient collaboré, s'ils avaient fait ce qu'ils devaient faire normalement, je pense que dès la première année, je peux être champion du monde. C'était difficile d'avoir peut-être, je ne sais pas si c'est le leadership qui était partagé. Il y avait Bernard Thévenet cette année-là, il y avait Bernard Vallet qui avait aussi fait des choses sur le Tour de France. C'est compliqué quand on est un jeune coureur dans sa deuxième saison professionnelle de revendiquer le leadership? Non, mais je pense que c'était dans mon esprit, c'était l'équipe de France, c'était pas une personne. Donc, je leur ai demandé de rouler à 100 mètres. Je dis les 100 derniers mètres, je vais rouler tout seul. J'avais une telle puissance, une telle force que j'y croyais, quoi. Et comme on part en général pas pour faire le deuxième, on part pour faire premier, quoi. Et vous lui dites quoi du coup au sélectionneur quand vous gagnez finalement à Salanches en 1980? Réussi. Juste ça? C'était la dernière sélection de l'équipe de France et c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui offrir. Il se régale. Et on est restés très amis pendant très 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 longtemps jusqu'au moment où il est décédé. Parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas. J'imagine que cette année-là, il y avait quand même un leadership un petit peu établi dans l'équipe de France. On savait qu'on roulait pour Bernard Hinault. Il y avait encore Bernard Thévenet, il y avait Jean-René Bernaudot, il y avait Pierre-Raymond Villemian, il y avait Bernard Bourreau, une grosse équipe. Il y avait du beau monde. Mais à partir de 77, l'équipe de France avait été très bien construite. Et puis, ce qui s'était passé, ça ne s'est jamais repassé dans cette équipe de France. Dans ces années-là, on savait qu'on roulait pour Bernard Hinault. Pas spécialement. Je savais que physiquement, j'étais préparé, mais si d'aventure, il y avait un coureur de l'équipe de France qui était devant, on faisait la course pour les coureurs de l'équipe de France. Et c'est ça le vrai état de cette équipe qu'il doit y avoir. Ça veut dire qu'il faut être le premier à aller devant? Et puis discuter surtout. Donc il faut aller le voir, l'entraîneur, il va aller voir, il va dire tu te sens bien, est-ce que tu te sens bien, si tu te sens pas bien, ben, on va faire la course derrière. C'est du dialogue. Hein. Et l'idée, c'est de faire gagner l'équipe de France. Et à quel point c'est compliqué justement, vous dites l'équipe de France, sauf que toute l'année vous êtes chez Renault et quand vous allez en équipe de France, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes coéquipiers, c'est pas ceux qui sont payés pour finalement rouler pour Bernard Hinault toute l'année. Comment on fait pour justement s'organiser là-dessus? Tout simplement, on représente la France, c'est tout. On n'est pas là pour par équipe, Gital ou Peugeot ou Mercier. On est là pour l'équipe de France. On est là pour faire briller la France. Et je pense que c'est ce qui avait été mis en place à partir de 77 et ça a très bien marché. Il faut faire en sorte qu'il n'y en ait pas qui veuillent tirer la couverture à eux. Ben, je pense qu'il n'a pas intérêt parce qu'il ne le fera pas 2 fois dans l'équipe de France. Pourquoi? Parce que vous aviez un peu... Parce qu'avec l'entraîneur, on discute et puis on se dit, bon, après tout, si lui veut jouer sa carte alors qu'il n'a pas les moyens physiques pour le faire, donc il ne viendra plus dans l'équipe de France. Et puis comme ça, on est tranquille. Dans ces années-là, il n'y a que vous qui pouviez être champion du monde en équipe de France? On a eu des occasions avec des coureurs. À Valkenburg avec, je crois que c'est Chalmel ou Bernaudot. Je crois qu'ils étaient placés. Donc,
dans ces cas-là, avec l'entraîneur, on dit mais on fait la course pour celui qui est devant. À l'époque, il n'y a pas d'oreillette en plus. Hein. Donc, non. Et quand aux États-Unis, quand Charlie Motet il fait 2 ou 3, je sais plus, 2 ou 3, ouais. C'est pareil. À partir du moment où il est devant, on fait la course pour lui. On se pose pas de questions. Vous aviez déjà été champion du monde à cette époque-là ou c'était avant? J'avais été déjà champion du monde en 80. D'accord. Charlie Motet, c'était en 86. D'accord. Aux États-Unis. Ok. Et pour revenir un petit peu sur le Tour de France, quand vous gagnez 78, 79, 81, 82, votre domination commence à s'installer. Finalement, le seul que vous ne gagnez pas, c'est parce que vous avez dû abandonner à cause de ce mal de genou. Et je relisais un petit peu les coupures de presse de l'époque, notamment de l'équipe. Ça grinçait un petit peu des dents. Parfois, on disait Bernard Hinault, il n'est pas assez offensif. On disait aussi, on s'ennuie un petit peu sur le Tour de France, ce qui a pu arriver aussi par la suite. Il y avait même des anciens champions qui prenaient la parole et qui disaient j'aimerais bien que Bernard Hinault attaque un petit peu, qui soit pas sur la défensive. Est-ce que vous vous rappelez de tout ça? Non, mais ça m'a pas chagriné parce que c'est pas eux qui sont sur le vélo, c'est tout. même quand c'est d'anciens champions qui parlaient? Oui, mais entre des anciens et des nouveaux, quand on n'est pas sur le vélo, donc on laisse faire le champion. Pourquoi voulez-vous que j'attaque avec prendre 10 ou 15 minutes d'avance? Pour faire quoi? Si je suis sur de France, je vais pas m'amuser. J'attaque une fois, 2 fois, et puis terminé. Quand j'ai pris ma place, ben maintenant je la garde. Et puis je contrôle, un peu comme certains ont pu le faire. C'est comme ça que vous avez gagné certains tours en écrasant surtout les contre-la-montre? Ben, c'était l'avantage que j'avais par rapport à d'autres, mais j'étais aussi capable de faire dans la montagne si jamais on me chatouillait. Vous avez gagné 28 étapes sur le Tour et il y en a 20 qui sont des contre-la-montre. Si vous pouviez choisir, vous préfériez quoi? C'est quoi l'effort que vous préfériez? C'était les chronos ou c'était gagner en montagne au sommet d'une ascension? C'est tout. Gagner au sprint, gagner contre la montre, gagner en montagne. Je pense que c'est le plaisir de la compétition, le plaisir du jeu. Et on disait tout à l'heure, vos adversaires, ils partaient pas perdants. J'ai en souvenir la lecture des articles sur le Tour 79, où vous démarrez le dernier contre-la-montre avec 14 secondes de retard, je crois, sur Joop Zoetemelk. Oui. Et là, pour le coup, lui, il part un petit peu perdant, et vous aussi, vous partez un peu gagnant. Non, c'est 78, ça. 78, oui, pardon. Et là, vous partez un petit peu gagnant. Metz-Nancy. Mais bon, je l'avais déjà... il y avait eu un contre-la-montre, je crois, du côté de Saint-Émilion, où je l'avais dominé. Donc, je voyais pas comment il pouvait me lâcher sur un parcours aussi long de 72 km. Et au bout de même pas 5-6 km, j'avais déjà récupéré le retard que j'avais. Et après, bon, il a perdu de plus en plus. Il avait gagné un chrono, ou en tout cas, il avait été fort aussi sur un chrono au Puy-de-Dôme, non, en 78? Oui. Mais ça lui donnait un peu l'espoir. Oui, mais bon, c'était un petit peu c'était 2 jours après la grève de Valence d'Agen, donc j'avais un petit contre-coup. Mais bon, c'était pas trop grave. C'est vrai, ça joue ça, des épisodes comme ça, un petit peu extra-sportifs, ça peut ruiner un Tour de France? Pas ruiner, mais ça vous met un choc quand même, parce que tout le monde vous saute sur le paletot en disant mais c'est toi le meneur. Non, c'est pas le meneur. J'étais simplement désigné pour aller défendre tout le monde et je l'ai fait. C'était le rôle du champion de France à cette époque-là? C'est ce qu'on m'a dit. T'es champion de France, défends-nous. On va y aller, c'est tout. C'était quoi? Et c'est peut-être comme ça qu'on devient le patron des coureurs. Les autres n'avaient pas envie de se mouiller, c'était un peu la facilité de dire bon, on va envoyer Bernard Hinault, le champion de France, et puis lui, il a un peu une grande gueule, ça va marcher? Bah, je n'avais pas une grande gueule à l'époque, mais après, oui. C'est vrai, cet épisode-là, le tournant? Ah ben c'est un tournant, hein, parce que là, d'un seul coup, j'étais voir Monsieur Lévitan, j'étais voir le maire et tout. Et puis je dis, mais si c'est comme ça, on va refaire la grève, hein, c'est tout. Mais là, il n'y avait plus personne avec moi, j'étais tout seul. Ouais. Et le maire de Valence d'Agen qui était fou, alors que finalement, c'est peut-être ce qui a fait le plus de lumière sur sa ville? Ben, c'est ce que je lui ai dit quand on a fait avec Bernard Tapie. Il m'avait invité donc à la Coupe d'Europe que Marseille a gagnée à Munich. Et puis il était dans l'avion avec nous. J'ai dit, mais si on t'avait pas parlé, si on t'avait pas fait la grève, ton bled, on le connaîtrait pas. Ouais,
Ça se tient. Je voulais parler Ben oui. un petit peu avec vous aussi des rivalités qu'il y a pu avoir dans votre carrière. On a pas mal parlé de Job Zoetmelk. C'était un adversaire, mais qui était dans une autre équipe. Après, vous avez eu des adversaires dans votre propre équipe avec Laurent Fignon et Greg LeMond, que ce soit chez Renault ou chez La Vie Claire, ou parfois même les deux, puisque vous étiez tous les trois à un moment chez Renault. Ça change quoi d'avoir son adversaire soit dans une équipe adverse, soit au sein de sa propre équipe? Alors, pour moi, c'est pas des adversaires déjà. C'est des collègues. C'est des collègues. Un adversaire, c'est celui qui est en face dans une autre équipe. Mais pour moi, c'est des collègues avant tout. Et avec Laurent, il n'y a pas eu vraiment de rivalité. Donc, quand moi j'ai quitté Renault, Mhm. là, il est devenu un adversaire. D'accord. Et avec Greg, donc c'était la même chose quand il était chez Renault et quand il est arrivé avec nous, c'était un collègue. Et puis, on a désigné. En 85, j'ai gagné. En 86, c'est lui qui a gagné. Il n'y avait pas du tout, parce que vous étiez les deux plus forts ces 2 années-là, 85-86. C'est pas particulier d'être les deux plus forts dans la même équipe, parce que quand vous gagnez 78, 79, 81, 82, vous n'avez pas un coéquipier qui est deuxième. Non, non, mais pour moi, c'était pas un problème. C'était pas un problème. En 85, je pense que si j'avais pas eu ce problème à Saint-Étienne avec le nez cassé et puis quelques bons hématomes derrière qui vous handicapent un petit peu, je pense qu'il n'y avait pas de souci. J'aurais gagné le Tour encore plus facilement. Ça vous empêchait de bien respirer? Mais vous savez, quand vous avez des tumeurs un peu partout, il faut éliminer ce sang. Mhm. Et qui l'élimine, c'est le foie. Donc c'est une surcharge de travail. Déjà que vous êtes dans la compétition, ça fait un peu plus. Mhm. Et quand vous n'êtes pas sur le tour en... Ouais, dites-moi. Et en 86, bon, j'avais donné ma parole à Greg LeMond et puis il a gagné, c'est tout. Mhm. Et quand vous n'êtes pas sur le tour en 83, que vous êtes blessé, et que Laurent Fignon, lui, va gagner son premier Tour de France, qui domine la course, est-ce que vous vous dites, je vais rapidement avoir un problème? Non, je ne pense pas à ça. Je pense qu'une seule chose, c'est de me remettre en ligne, de me repréparer physiquement et puis à partir de ce moment-là, on dit on y va. Mhm. Et puis bon, après, c'est la course. Hein. Il était plus fort en 84, il m'a dominé largement, mais j'ai pris ma revanche en 85. Mhm. Avec Fignon, il y avait eu beaucoup de déclarations justement durant le Tour 84, avec ce fameux épisode à l'Alpe d'Huez où il dit ouais, quand Bernard a attaqué, ça m'a fait rigoler. Vous le voyez comment à l'époque, le petit jeune un peu insolent? Non, parce que c'est une bêtise de jeunesse. Mais en 85, quand lui a été en difficulté, moi aussi j'ai rigolé, mais j'ai pas eu besoin de le dire. Et à l'Alpe d'Huez, quand il dit ça le soir, comment vous réagissez? Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que il y a eu des années où j'ai eu des jours sans avant. Mhm. Mais je l'ai très bien caché. Et en connaissant tous ces petits problèmes qu'on peut avoir, je me suis dit, j'ai qu'une solution. Il faut que je l'attaque tous les jours. S'il a une défaillance, je prendrai le maillot. Et puis c'est comme ça. Et il n'a pas eu la défaillance, il a gagné. Vous avez cru à un moment que ça allait le faire? Vous l'avez senti un peu faiblard à un moment? Ça a failli se faire dans l'étape qui faisait de Nantes-Bordeaux. Mhm. Il s'est fait piéger, il restait 220 km et puis il s'est fait piéger sur un point chaud. Mhm. Et ça aurait pu jouer s'il n'avait pas eu, je ne sais plus si c'est Iop qui était avec moi devant dans l'échappée ou si c'était Stéphane Roche. C'est l'un des deux toujours qui a crevé. Et ça a remis une équipe à rouler derrière. Autrement, Ouais. je pense on serait bien amusé. Mhm. Et quand vous avez commencé à dominer, vous dites, vous êtes devenu le patron du Tour, au moment de la grève à Valence d'Agen, au moment aussi où vous commencez à gagner le Tour de France, où vous imposez votre statut, vous prenez une place que personne n'occupait vraiment depuis la retraite d'Eddy Merckx. Mais quand Fignon il arrive, lui, vous êtes là, vous êtes déjà le patron du Tour. Est-ce que c'était plus dur, par exemple, pour lui d'essayer de prendre cette place-là? Est-ce qu'il était obligé d'essayer de vous déstabiliser avec ses déclarations et tout ce qu'il y a eu pour faire sa place? Bon, c'est simplement 83-84. Mhm. Mais bon, non, ça m'a pas déstabilisé moi et ça m'a pas gêné. Je savais ce que j'avais à faire. Je devais me préparer physiquement et moralement pour essayer de lutter contre lui. Alors, il faut savoir qu'en face de moi, j'ai eu des adversaires qui ont eu la même chose que moi, quoi. Mhm. Si on prend Yop, on prend Iniquiper, on prend Agostino, et puis les autres à l'étranger. Bon,
Il savait que vous étiez le meilleur, donc il fallait essayer de gagner par tous les moyens. Est-ce que Laurent Fignon, c'est pas celui qui est allé le plus loin là-dedans, dans le fait de tout essayer? Ouais, je pense que quand vous allez faire le tour d'Italie, c'est pas mal non plus. Hein. Avec Moser? Vous avez Moser, Massaroni, et puis vous avez surtout beaucoup de coureurs qui. C'est toute une nation contre vous. C'est encore plus difficile que le Tour de France, je pense. Et puis ils n'hésitent pas parfois à user de moyens pas tout à fait corrects. On fait avec, on se débrouille. Ouais, bon, Laurent Fignon, lui, il a perdu un Giro à cause de ça. Oui, c'est pour ça que l'année d'après, quand on y a été avec arrivé dans le tapis, on a dit on a l'avion avec un bazooka en dessous, en cas où l'hélicoptère voudrait faire le coup. Mais bon, ça a été écrit, puis c'était marrant comme tout. Ouais. C'est impossible de mettre un bazooka sur un avion de chasse. C'est pas un avion de chasse, quand même. Ouais, fallait demander à ce qu'il n'y ait plus d'hélicoptères dans les montées. Non, mais après, ça s'est bien passé. Et après vos carrières, à vous et à Laurent Fignon, les relations, elles sont devenues plus sympas, plus détendues? Elles sont toujours assez sympas. Moi, j'ai pas disons de mauvais rapport avec tous mes adversaires. Je pense que le sport, c'est la compétition, on est là pour gagner. Mais le soir, vous devez être capable de manger avec votre adversaire. Et c'est ça la vraie image du sport pour moi. Bon, avec Greg LeMond en 86, c'était quand même pas la. Il disait, Greg, il disait lui-même, on a été coéquipiers et ça s'est très bien passé pendant 5 ans, mais il y a eu un mois quand même où c'était la guerre. Ben pour lui, pas pour moi. Pour vous, jamais? Parce que si j'avais voulu être un salaud, Greg, il n'aurait jamais gagné. Parce que quand vous avez 5 minutes d'avance à l'étape de Pau, je vois pas comment il aurait pu reprendre 5 minutes. Mais après l'étape de Pau, il y a l'étape de Super Bagnères, non? Oui, mais j'ai donné ma parole. Donc si je veux être un salopard, je reste dans sa roue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et comment vous les perdez ces 5 minutes alors? Ben parce que j'ai attaqué. J'ai attaqué parce que le but que nous avions, c'était de mettre en difficulté tous nos adversaires, les Zimmermann, les Stephen Roche, Delgado, qu'est-ce qu'il y avait encore Phil Anderson, Millard. Le but, c'était qu'eux se mettent à rouler pour venir me chercher et que Greg les contre et puis aille chercher la victoire. Mais Greg, il était au courant que c'était ça le plan? On n'a pas le temps de discuter. Moi dans la descente du Tourmalet, j'ai pas donné un coup de pédale plus vite que les autres, sauf que j'ai laissé glisser. Et comme je pense que j'étais pas un trop mauvais descendeur, ben les autres ils ont pas pu suivre. Bon, si vous aviez eu des oreillettes à l'époque, vous auriez pu prévenir. Ben oui, mais quand vous êtes devant, vous n'êtes pas en train de vous retourner et dire je m'arrête, je t'attends. Ça vous dérange un peu quand vous voyez aujourd'hui les coureurs qui parlent tout le temps à l'oreillette? Ben on peut penser que ce sont des machines à pédaler. S'ils ne sont pas capables de prendre l'initiative. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand on voit des Van Aert, de Julian, la Philippe, parfois, l'oreillette, ils la dégagent et puis ils font leur propre course. Hein. Donc ils n'ont pas besoin de ça pour avoir. C'est des cours d'instinct, un peu comme Van Der Poel, c'est pareil. Et puis même Pogacar et peut-être Vingegaard. Hein. Ils ne sont pas toujours en train de se poser la question est-ce que j'avance, est-ce que je recule? Non. Ils y vont et puis c'est tout. Et donc, quand vous prenez le maillot à Pau en 86, avec 5 minutes d'avance sur Greg, le soir à l'hôtel, vous mangez ensemble? Bien sûr. C'est pas parce que c'était au bout d'une semaine de course, à peu près un peu plus d'une semaine, que le tour il est fini. Et puis surtout, pour moi personnellement, j'ai toujours dit tu vas gagner. Et donc, il n'y avait pas d'autre possibilité de le faire gagner. Je dis même, le dernier contre-la-montre qu'on a fait à Saint-Etienne, je dis même si tu avais eu une seconde de retard, j'aurais fait en sorte que tu gagnes. Parce qu'une parole, c'est une parole et on ne revient pas dessus. C'est-à-dire que vous auriez mis pied à terre pour le laisser gagner? J'aurais freiné. Mais Greg, le jour où vous prenez le maillot à Pau, lui, il est encore confiant ou il est un peu stressé de toute cette histoire? Est-ce qu'il n'a pas peur de ce qui est en train de se passer? Sur ce que moi j'ai pu ressentir, c'est qu'il a toujours eu peur. Il n'avait pas confiance. Il avait peur que vous vouliez un 6e tour. Mais s'il l'avait dit
à la fin du Tour 86, qu'il n'avait pas besoin de moi pour gagner le Tour, je pense que j'aurais fait une année de plus, juste pour m'amuser. Est-ce que vous pensez que sans vous, il n'aurait pas gagné ce tour-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il y avait un adversaire en face qui s'appelle Zimmermann, qui était un très bon coureur. Et je suis pas sûr qu'il aurait gagné. Finalement, vous n'avez jamais battu l'un contre l'autre, vous n'êtes jamais bagarré l'un contre l'autre avec Greg, vous avez toujours été coéquipiers. Vous auriez aimé avoir une année. Quelle année? Bah si, en 84. 84. Je crois qu'il fait 3. Il fait 3 du Tour. Ah, et vous êtes déjà chez la Vie Claire? Et moi, je suis à la Vie Claire, donc ils font 1 et 3. Ah oui, oui. Il me semble. Hein. Oui, c'est ça, vous avez raison, je l'ai sous les yeux. Il est 1 minute et quelques derrière vous. Et il y avait Laurent Fignon bien devant. Vous auriez aimé avoir une autre bagarre avec Greg LeMond, 1 contre 1? Bah, s'il avait dit en 86 qu'il n'avait pas besoin de moi, oui, on se serait bien amusé. Parce que lui en 84, il était quand même coéquipier de Laurent Fignon, donc j'imagine qu'il n'était pas totalement libre de faire ce qu'il voulait. Ça aurait été marrant de vous voir chacun leader de votre équipe. J'en sais rien parce que j'étais pas dans cette équipe à ce moment-là. Ok. Bon, je voulais finir cette interview un petit peu en discutant avec vous de lieux un petit peu marquants de votre carrière, mais où il s'est passé plusieurs choses en fait. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, vous avez eu cette fameuse chute où vous êtes balancé dans les barrières par Phil Anderson. C'est aussi à Saint-Étienne que vous avez gagné votre dernière étape sur le Tour en 86, et c'était déjà l'endroit d'une victoire en 78 sur votre premier Tour. Donc si je vous dis Saint-Étienne, c'est quoi qui revient en premier? C'est la ville du vélo, la ville qui a accueilli le Tour de France multiples fois. C'était à l'époque, le coup Foriel, c'était quelque chose de fantastique. C'était légèrement montant, légèrement tournant, et il fallait être très costaud pour gagner. Et pour vous, sur votre carrière, sur les événements de la carrière de Bernard Hinault qui ont eu lieu à Saint-Étienne, c'est lequel le plus important, le plus marquant, celui qui vous revient en tête en premier? Il y en a tellement. C'est peut-être en 78, quand je gagne au sprint. Après la défaillance que j'ai pu avoir, la défaillance. Donc, j'étais moins bien sur le Puy-de-Dôme. Et il y avait une histoire avec Saint-Étienne, j'ai plus tout en tête, mais vous allez me dire si vous en rappelez. Vous aviez dit, quand vous gagnez cette étape-là à Saint-Étienne en 78, que c'est déjà là que vous aviez gagné face à Merckx sur un Paris-Nice ou un Dauphiné, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Je ne me rappelle plus. Sincèrement, c'est vieux. Bon, si je l'avais bien noté, j'aurais pu vous dire, mais plus que ça, quoi. Si je l'avais bien noté, j'aurais pu vous dire, mais j'ai mal pris mes notes sur celle-là. Non, mais c'est pas grave. Bon, j'en ai une autre, c'est Pau. À Pau, pour résumer un petit peu pour ceux qui nous regardent, il y a une victoire en 79 sur une étape en ligne. Il y a évidemment l'abandon en 1980, une victoire sur un contre-la-montre en 81, et bien sûr, il y a la prise du maillot jaune sur le Tour 86 avec 5 minutes d'avance sur LeMond dont on a parlé. C'est quoi le moment que vous choisissez? Je pense que c'est le contre-la-montre. Il y a deux. En 79, la victoire au sprint, devant tous les meilleurs. Les sprinters, il y en avait déjà pas mal. Et puis, il y a le contre-la-montre. En 81. De grands moments. 81, vous diriez 81, 82. Est-ce que c'est ces années-là où vous étiez le plus fort? On n'en sait rien. Personnellement, j'en sais rien parce que quand vous gagnez d'une année sur l'autre, est-ce que vous êtes le plus fort? Est-ce que vos adversaires sont moins bons, plus forts? On n'en sait rien. Et le tour où vous vous êtes senti le plus à l'aise, j'imagine qu'on n'est jamais vraiment à l'aise sur un Tour de France, mais où vous étiez le plus serein? Je crois que il y a 79 avec 7 victoires, le maillot jaune, le maillot vert, placé à la montagne. Non, je pense que c'est ça. 79, ok. Et alors, un troisième lieu, on en a 4 au total, donc c'est le troisième, c'est Super Bagnères. Vous y prenez le maillot jaune en 79, justement en gagnant le chrono, et vous y perdez beaucoup de temps en 86, justement, ça permet à Greg LeMond de se replacer dans la bagarre pour le maillot jaune. C'est quoi qui reste en tête? C'est la victoire en 79. C'est jamais quand on perd du temps. Non, parce que là, je crois que j'en ai mis quelques-uns à la maison ce jour-là. Contre la montre, avec une ascension comme ça, c'était quelque chose de terrible. Et puis, ceux qui ont fait le contre la montre en levant un peu le pied se sont retrouvés à la maison le soir. Ouais.
Et vous aimez bien, c'était assez commun à l'époque sur le Tour de France d'avoir des contre-la-montre en côte comme ça. Vous aimiez bien ce genre d'exercice? Je pense que j'avais cette possibilité de m'adapter à tous les contre-la-montre. J'avais une bonne connaissance de mon corps, savoir gérer mon potentiel physique, et puis ça marchait pas mal. Mmh. On dit souvent, que Jacques Anquetil était la référence du chrono, que Fausto Coppi aussi était un rouleur exceptionnel. Est-ce que vous aimiez être comparé à ces coureurs-là? Je pense pas avoir été. Non, je pense pas que j'ai vu ça. Mais bon, ça fait partie. Ce sont des super champions que j'ai beaucoup admirés. Donc, ça me faisait plaisir. Mmh. Et la dernière ville dont je voulais qu'on parle, c'est Paris évidemment. Il y a vos 5 victoires finales, ça arrive à chaque fois à Paris, le Tour de France, et il y en a une peut-être très particulière, c'est celle de 79 où vous allez gagner sur les Champs-Élysées en tête à tête avec Job Zoetmelk. Bah, c'est tout ça. Même en 82, hein. 82, quand je gagne au sprint devant tout le monde, c'est encore Ouais. plus difficile que gagner avec Yop. Avec Yop, c'était pas trop. Bah, c'était qu'un sprint à deux, donc vous contrôlez facilement. Ouais, Alors que quand vous faites un sprint avec 100 coureurs, c'est autre chose. et être sur les Mais bon, Champs-Élysées à 2 comme ça, c'est pas un sentiment incroyable? c'est presque impressionnant parce que vous avez deux petits pantins qui se baladent sur cette grande avenue qui est les Champs-Élysées. Mmh. Et puis, ce sprint, ben, où je lui ai pas fait de cadeau. Hein. Ouais, il voulait vous faire la guerre, Zoetmelk ce jour-là. Ah ben, il a essayé par tous les moyens, mais bon, je vais pas, je veux dire, les Champs-Élysées, vous êtes jamais sûr de gagner. Mmh. Gagner une fois, c'est merveilleux. Et puis quand vous avez avec un maillot jaune en plus, Ouais. et quand vous refaites le même coup en 82, c'est l'apothéose, quoi. Et quand on arrivait sur les champs, est-ce qu'après 79, tout le monde surveillait Hinault? Bien sûr, bien sûr. Puis après, il y a les circonstances de course qui font que bon, vous avez plus envie de prendre des risques aussi, hein, Ouais, parce que vous avez le maillot sur le dos. Et si jamais j'ai la mauvaise chute à 3 km, parce qu'à l'époque c'était 1 kilomètre, hein, si vous avez une mauvaise chute, vous dites j'ai perdu le tour, donc vous prenez pas de risque. ouais. Et en 80, en 82, bon, je commence à me mêler un petit peu dans le sprint, mais à 1,5 km de la ligne, et Ouais. j'ai un équipier qui est venu me voir, il m'a dit, il s'appelle Charlie Bérard, il m'a dit mets-toi dans la roue. Et à partir du moment où il m'a dit mets-toi dans la roue, bah, je l'ai suivi et puis il m'a déposé aux 400 mètres et j'ai fait le sprint. Mais les sprinteurs, ils devaient vous détester parce que normalement les Champs-Élysées, c'était pour eux, et là vous venez 2 fois, vous leur prenez leur étape. Ah oui, mais je suis pas là pour leur faire des cadeaux. Hein. Ils sont pas venus vous voir après? Ah non, 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 bah non. Autrement, s'ils viennent me chatouiller, je peux m'amuser aussi dans d'autres sprints pour là où c'est plutôt leur domaine. Mmh. Et pour Je revenir sur pouvais, pardon. ouais, et revenant sur 79, votre mec, il était venu vous voir en fait et il vous dit: «Je vais t'attaquer partout Bernard», c'est ça? Non, il me voit, il me dit je voudrais gagner. Je dis jamais. Les Champs-Élysées, c'est trop grand, quoi. On peut pas faire cadeau de cette victoire-là. Et même avant qu'il vous dise ça, vous aviez prévu de gagner cette étape-là? Ah oui, Et vous aviez prévu de le faire ouais, comment? Au sprint? bah, par tous les moyens. Bon, au sprint, je l'ai toujours dominé. Il m'a jamais battu sur un sprint, donc je voyais pas comment il pouvait euh, me battre ce jour-là. Mmh. Mais si vous étiez pas sortis à 2, vous auriez fait comment pour gagner? Ah, j'aurais peut-être pas gagné si on était arrivés tous au sprint. J'en sais rien. Et Mais le là, les circonstances de course ont fait qu'on s'est retrouvés à deux, donc Mmh. je lui ai pas fait de cadeau. Et si vous aviez pas eu ces circonstances, vous seriez allé faire le sprint avec les purs sprinters? J'en sais rien. J'en sais rien parce que il y a 35 ans, 40 ans de ça. Hein. Donc, je Bon, sais pas. Et après, c'est dans les circonstances de course, comment ça va se passer, comment on est placé, le nombre de coureurs qui restent dans le sprint. J'en sais rien. mmh. Et j'avais une question aussi, est-ce que vous revoyez parfois des photos de vous sur, par exemple, là vous le voyez pas, mais on est en train de montrer à tous les gens qui nous regardent, bah, les photos sur les Champs-Élysées en 79 à 2 avec Job Zoetmelk, vous maillot jaune, lui avec son maillot, bleu et rose. Est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier quand vous voyez ces photos-là? Bah, c'est sûr que ça fait toujours du plaisir. Hein.
on n'oublie pas tout ce qu'on a fait, quel que soit les Champs-Élysées, que ce soit les deux étapes sur les Champs-Élysées ou tout ce que j'ai pu faire sur le vélo. Dès que je regarde des photos ou des vidéos, c'est du rêve, quoi, pour moi. Mmh. C'est laquelle l'événement ou la victoire, ou peut-être même pas la victoire, mais dont on vous parle le plus quand les gens vous arrêtent dans la rue, quand les gens discutent avec vous? C'est quoi dont on vous parle à chaque fois? Ben, souvent, c'est de les avoir fait rêver. C'est pas spécialement une course, c'est le championnat du monde, Mmh. c'est le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, mais c'est de les avoir fait rêver pendant un certain temps. Je crois que c'est surtout ça qui les fait, qui leur donne du bonheur, quoi. D'avoir fait le spectacle. Voilà. OK. Bon, bah, merci beaucoup Bernard. Je voulais juste parler un petit peu, maintenant qu'on peut refermer la parenthèse, sportive de votre carrière, parler un petit peu de ces 2 BD que vous avez, dont vous êtes à l'origine. Je vais rappeler les titres, c'est, Inno Objectif maillot jaune et Inno sur le toit du monde. Pourquoi vous aviez envie de ça? Comment ça s'est fait? Comment ça vous qu'est-ce que ça vous fait aussi de vous voir dessiner en BD? C'est-à-dire qu'on a fait, j'ai fait pas mal de livres, un petit peu avec des journalistes, avec des auteurs, avec des scientifiques. Et l'idée, c'est de faire rêver un peu les jeunes. Mmh. C'est un peu le style manga, donc donner envie aux enfants, aux jeunes, de, de, de lire ces livres. Mmh. Et puis, bon, il y en a deux, et puis la troisième est en préparation, qui va sortir, j'espère, pour la fin de l'année. D'accord. Et ce sera toute la carrière. Bon, c'est pas mal. Je vous promets que ce soir, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui nous écoutaient. Donc, beaucoup de jeunes qui ont découvert des anecdotes, votre façon de raconter tout ça aussi qui est passionnante. Donc, je suis sûr et certain qu'il y a un paquet de jeunes qui n'étaient pas nés dans les années 70-80, mais qui vont s'intéresser de plus près à votre carrière. Ben, j'espère pour eux. Bon, mais en tout cas, Et merci puis, beaucoup. que Dites-moi? ça les fasse rêver, et puis surtout qu'ils aient envie de faire ce beau sport qu'est le vélo. C'est vrai, mais on a une belle génération en ce moment, donc ça devrait fonctionner. Vous parliez de Julien Alaphilippe tout à l'heure, j'imagine qu'il donne envie de faire du vélo à pas mal de jeunes enfants français. Oui, il nous faut des locomotives, et quand il y a des locomotives, il y a des wagons derrière. Mmh. Bon, bah, merci beaucoup Bernard, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, dans l'émission Roue libre. On a passé, allez, plus de 45 minutes ensemble, on a parlé de beaucoup de choses. Il y avait honnêtement beaucoup de monde qui nous regardait, ils ont été tous ravis. Je ne pouvais pas lire tous leurs messages depuis tout à l'heure, mais, ils étaient vraiment passionnés par ce que vous racontiez. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On l'a fait par téléphone comme ça, il y avait pas d'image, mais franchement, c'était plus simple, techniquement, et en tout cas, c'était un énorme plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup Bernard. Bonne soirée.